Bien, bonjour à tous et merci d'être là. Donc, nous avons prévu une séance de printemps dans le cadre de nos activités du Centre culturel universitaire et c'est une bonne chose. Et donc, aujourd'hui, nous allons présenter dans notre cycle présentation d'ouvrages Les Utopies insulaires, la Corse. C'est un ouvrage qui est sorti l'an dernier chez Colonna Éditions et un ouvrage collectif qui a été coordonné par notre collègue Jean-Pierre Castellani. Donc, nous accueillons aujourd'hui quelques auteurs. Francis Beretti, qui est un familier de l'université. Aristide Derrière, que l'on ne présente plus non plus en tant qu'écrivain et poète en Corse. Jean-Pierre Castellani, qui est à la fois le coordinateur et auteur d'un texte dans cet ouvrage. Moi-même, j'ai eu aussi le bonheur de participer à cet ouvrage. Et comme maîtresse de cérémonie, Fabienne Crast, enseignante ici à Corté à l'ESP, nous a fait la gentillesse de bien vouloir. Elle avait déjà, je savais qu'elle avait déjà apprécié l'ouvrage. Elle l'a reconsulté, relu pour pouvoir en faire aujourd'hui une présentation en animation. Voilà, je vais lui céder la parole tout de suite et puis chacun interviendra en fonction de ses textes. Merci. Merci Alain. Donc tout d'abord, je voulais te remercier, remercier notre hôte qui nous accueille dans le cadre au sein du CCU. Et puis, pour la présentation de cet ouvrage, ce bel ouvrage coordonné par Jean-Pierre Castellani, Les Utopies insulaires, la Corse. Donc un titre qui nous invite à considérer l'île en général et la Corse ici en particulier comme une promesse, comme le lieu de l'utopie à la Thomas More, ou plutôt peut-être le lieu des utopies. Et donc un lieu microscopique et à la fois kaléidoscopique qui, de par les images, les métaphores, les stéréotypes, les récits qu'il génère et qui est toujours un lieu source d'inspiration. Donc je crois qu'il est question ici de questionner le rapport de l'île, de la Corse et de l'utopie sur un mode polyphonique, donc à travers des textes recueillis par Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, qui tel un rhapsode, on pourrait dire, a cousu ces chants de 20 auteurs au total, qui sont tous d'horizons divers et variés, philosophes, écrivains, critiques littéraires, architectes, animateurs culturels. Je crois que je n'oublie personne, et en particulier certains donc, qui nous ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Mais donc tout d'abord, je voulais m'adresser à Jean-Pierre pour qu'il nous dise un petit peu, qu'il nous donne la genèse de ce projet et qu'il nous explique comment est né le projet et pourquoi ce sujet en particulier. Vas-y, il marche. Oui, il marche. Il y a besoin du micro, là. Bon, merci Fabienne de me passer la parole en premier, donc, en tant que coordinateur de ce projet. Merci à Alain, bien sûr, de nous accueillir dans cette université dans laquelle j'ai quand même travaillé pendant 20 ans, comme chargé de cours, de 87 à 2007, je crois, souvenir, un peu plus même, il y a un petit rap pour le CAPES, un peu clandestin à la fin. Puis après, on n'a plus le droit de travailler dans les universités quand on est à la retraite, donc c'est lamentable, mais c'est comme ça. Donc j'étais libre et je me suis, entre autres, dirigé vers des travaux plus littéraires, moins académiques, moins soucieux des programmes. Et j'ai commencé une aventure avec l'éditeur Jean-Jacques Colonna d'Istria, donc très brièvement, parce que c'est toujours très long, c'est genèse, je vais donner l'essentiel. Par tous les carambolages du hasard, comme dit ma chère Yourcenar, j'étais en contact avec Jean-Jacques Colonna d'Istria, qui est un éditeur audacieux, qui a toujours des projets. Et par ailleurs, Leila Sebar, qui est l'écrivaine franco-algérienne que je connais, m'avait appelé un jour en me disant, voilà, j'ai un projet, j'ai un éditeur, trouve-moi du monde. C'était Une enfance corse. Donc Une enfance corse, j'ai trouvé Jean-Jacques Colonna comme co-éditeur, et puis je suis parti à la pêche. Elle m'avait dit, est-ce que tu en trouveras 10 ? Je dis, j'en trouverai 40, donc je crois qu'on était 23.
dans la première fournée. Et c'est comme ça qu'est partie la collaboration avec Jean-Jacques Colonna-Distria. Donc Une enfance corse a été un livre qui a eu beaucoup de succès, a marché, c'est un sujet en or, très belle collaboration. Et on a continué avec Mémoire de Corse, tous les 2 ans, troisième ouvrage cette année, en 2012 donc. Mémoire de Corse, même principe, demander à des gens de tous horizons, comme tu as dit, des écrivains, des professeurs qui écrivent, des gens de toutes sortes, des avocats, des journalistes, des hommes du spectacle, des sociologues, des philosophes, de participer. Et là, Mémoire de Corse a bien marché aussi, hein, pour essayer de dresser un portrait des 50 dernières années de la Corse. On a essayé tant que faire se peut. Et là, il y a 2 ans, donc 3 ans même, puisque le bouquin est sorti en 2014, oui, Jean-Jacques Colonna me dit « J'ai une idée qui devrait t'intéresser, l'utopie ». Et j'ai dit « C'est une idée folle, utopique ». Mais non, il faut y aller, il faut chercher. Donc, même chose, comme des petits chiens de chasse, on part à la chasse. Et c'est comme ça qu'on a réuni 3 ou 4, on est 4 ici, et 20, tu as compté, 20, c'est ça. On est 20, donc je suis parti à la chasse. Les gens me demandent comment vous faites. On part des amis qu'on connaît, de ceux qu'on avait commencé à connaître avec les 2 premiers ouvrages. Puis, de fil en aiguille, on vous dit celui-là, ça l'intéresse. J'en ai raté quelques-uns. J'ai raté Marcel Conche, par exemple, que j'aurais bien voulu, mais qui m'avait expliqué au téléphone qu'il était fatigué, qu'il ne pouvait plus écrire. Et puis, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui, il y en a qu'on oublie. Donc, on est arrivé à cette équipe-là, que je trouve que c'est un livre intéressant. Je profite de l'occasion, ils ne sont pas là, donc on peut parler encore plus librement, qu'on a été un peu déçus du peu de presse qu'on a eu, enfin les journalistes passent leur temps à dire qu'ils en ont assez de parler de bêtises politiques ou des chiens écrasés, puis quand on leur offre un beau sujet, ils n'ont pas le courage, ou peut-être l'intelligence même, de lire l'ouvrage. Donc on n'a pas eu beaucoup de presse, et l'utopie corse, l'utopie insulaire, c'est un projet que moi je défends beaucoup, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant, que le livre est bon, honnêtement, pour être meilleur, mais enfin il est bon. Et je voudrais juste dire une seule chose avant de passer la parole aux autres, c'est que je suis tombé, alors, comme un chien justement, en arrêt le 21 avril dernier, 2 pages dans Le Monde. Et là, il y avait un article qui s'appelait 20 000 lieues sur les mers, et qui parlait donc de l'île utopie créatrice, de la recrudescence actuelle du motif ilien. Et à la 4e ligne de cet article, les utopies insulaires sont rattrapées par la réalité, etc. Donc je me suis dit, tiens, on n'avait peut-être pas tort quand même d'en parler, puisque Le Monde en parle. Pas de nous, mais enfin, il parle du sujet. Donc voilà, donc j'en parlerai après, si vous voulez, quand mon tour viendra, mais je te repasse la parole. Bon, donc la jeunesse, c'est un peu chaotique, c'est difficile, c'est compliqué, c'est passionnant, hein. Et ils pourront témoigner, il y a une liberté totale d'expression, bien entendu. Et on a essayé de ne pas avoir de doublons, que 2 personnes ne parlent pas de la même chose. On a essayé, parce que c'était une crainte au départ, de ne pas avoir une domination de textes de science-fiction, hein, c'est-à-dire dans 50 ans, la Corse ne sera peuplée que de Chinois, aura disparu, etc. On peut avoir quelques fictions, mais science-fiction, mais pas trop. Puis on a eu des choses très différentes. D'ailleurs, vous allez en avoir la preuve par l'intervention de nos collègues. Donc, merci Jean-Pierre. Donc, je ne sais pas si ça marche, oui. Je vais me tourner à présent donc, vers les auteurs pour que chacun puisse nous dévoiler un petit peu sa vision de l'utopie. De la dystopie, je crois qu'on n'en a pas ici, il n'est pas là. Mais, peut-être d'abord un petit voyage à travers le temps, au XVIIIe siècle, avec Francis Beretti, donc grand spécialiste de Pasquale Paoli et James Boswell. Et justement, dans votre titre, vous affirmez « L'utopie existe, Boswell l'a rencontrée ». Donc, qu'a-t-il rencontré? Qui a-t-il rencontré? Nous vous écoutons. Oui, d'abord, je vous remercie de votre accueil. Et c'est toujours un plaisir de venir ici. Jean-Pierre a parlé de la genèse du premier livre, en fait, de recueil. Moi, j'ai une tendresse particulière pour Une enfance corse. Je trouve, personnellement, j'ai été très impliqué.
Et donc l'initiative était très, très porteuse. D'une façon générale, quand Jean-Pierre m'a contacté pour me demander si je participais, donc j'avais envie de participer. Encore fallait-il raccrocher le sujet privilégié au thème général. Donc j'ai trouvé ça, mais qui n'est pas tout à fait étrange, n'était pas tout à fait hors sujet en fait, parce que qui Boswell a-t-il rencontré? Eh bien, quelqu'un qui à l'époque n'était pas connu personnellement, c'est-à-dire Pascal Paoli à cela 40 en 1765. Et il y a quand même un lien avec l'utopie aussi, puisque c'est un lien qui n'a pas fini d'étonner et d'être fertile en développement, c'est-à-dire le grand Jean-Jacques Rousseau. C'est un peu lui qui est à l'origine d'abord du voyage de James Boswell en Corse et deuxièmement de la renommée de la Corse en tant que terre utopique. Bon, il faudrait creuser tout ça, mais donc voilà. Il a rencontré l'utopie, c'est-à-dire il a rencontré un homme qui, à ce moment-là, incarnait un type d'utopie, une sorte de démocratie, une sorte de liberté. Et d'autre part, d'un point de vue de stesura, je ne sais pas comment on dit en italien, de mise en place du texte, ça m'a servi comme fil conducteur pour faire en fait une historiographie autant aussi agréable que je pouvais le faire de la genèse justement de l'université qui était une utopie en 1732. Voilà, en grosso modo, c'est ce que je pouvais dire. Oui, c'est vrai que vous reprenez les différentes étapes de ce projet de l'université et ce rêve peut-être réalisé en quelque sorte par Paoli, chimère pour certains pendant certaines périodes de l'histoire. Donc l'université comme utopie aussi, est-ce que c'est ce que vous essayez de raconter à travers cette histoire hein, Oui. J'ai essayé de trouver aussi des éléments qui étaient moins connus, c'est-à-dire qu'il y a quand même une chronologie assez serrée depuis 1732. Ensuite, il y a le règne, le principalat de Pascal Paoli. Et même ce qui m'a surpris, moi, dans mon ignorance, c'est que en 1772 et 1774, il y avait quand même un projet d'université. Bon, maintenant, il faudrait creuser le terme même d'université. Hein. C'est pas l'université telle qu'on la connaît maintenant, Sorbonne, etc. Hein. C'était une sorte d'académie, mais qui était extraordinairement novatrice. Une école, non? Vous dites voilà, une école. Voilà. Une école qui n'existe. Il n'y avait pas d'école, en fait, en Corse. Hein. Donc c'est aussi simple que ça. Hein. Oui, en 1765, c'est ça. Pendant 3 ans, c'est vraiment la première, on va dire, apparition de cette école universitaire, hein, avec quelques, je ne sais plus combien d'enseignants. Oui, une douzaine d'enseignants et je ne sais plus combien d'écoliers. Il faudrait que je relise. Et il y a aussi une ironie de l'histoire, évidemment, parce que c'est pas, je ne me pose pas en ancien combattant, mais en fait, j'ai participé quand même à l'histoire de la création de l'université. Et il y a des annonces, il y a des effets d'annonces qui ont été proclamés 2 siècles avant. C'est-à-dire, je vois en 1774, le Conseil d'État du roi annonce l'université sera incessamment établie à Corté, 1774. Donc il a fallu attendre au moins 2 siècles. Voilà. Alors incessamment, c'est une notion fluctuante aussi en politique.
Merci Francis. Je ne sais pas si vous voulez intervenir par rapport à ce que vient de dire Francis ou... Non, juste confirmer que l'utopie est bien dans l'histoire aussi, dans la mesure où l'université attendra 2 siècles avant d'arriver, et que ces vicissitudes-là nous ramènent aussi aux vicissitudes du présent, quand il s'agit d'instaurer dans une île, dans un territoire politique, un lieu critique comme ça. Éternellement, c'est problématique, et je crois que l'utopie de l'histoire vient bien déterminer des notions qui sont aujourd'hui actuelles, même si la question de l'université aujourd'hui est derrière nous en Corse. Mais on a peut-être d'autres questions, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions à ce titre. Merci. Bon, en ce qui concerne cette promenade dans l'histoire, j'avais pensé à Christine Bottero, qui elle aussi nous invite à suivre les pérégrinations d'un promeneur un peu particulier, Candide. Mais donc, elle n'est pas là aujourd'hui. Je voudrais revenir, Jean-Pierre, à toi en particulier, puisque tu parles alors là d'un point de vue plus personnel, plus intime, on va dire une plongée dans l'intime, de tes utopies perdues, à la recherche de mes utopies perdues. Oui. Alors, oui. Mais je crois que le principe même de l'utopie, c'est d'être perdu de toute façon. On la recherche tout le temps, on est toujours en quête de quelque chose. Donc, pour me mêler à la troupe, ce que je n'avais pas fait pour Une enfance corse, parce que je m'étais aperçu que coordonner un ouvrage et écrire dans cet ouvrage, c'était un petit peu difficile quand même, parce qu'il y a beaucoup de travail, de recherche des auteurs, de gestion des auteurs, des textes, le choix de la couverture, la table des matières. Enfin, c'est très compliqué. Donc, je m'étais pas mis dans le projet. Par contre, pour Mémoire de Corse et pour Utopie Corse, j'ai fait le pas, d'autant plus que maintenant, étant libre totalement de parole, d'expression et n'ayant rien à justifier auprès de je ne sais quelle hiérarchie, j'ai écrit un texte très personnel, oui, ce que je n'ai jamais fait pendant 30 ans, de texte à l'université, il faut toujours employer le on. Et là, je me suis mouillé, comme on dit familièrement. Donc, j'ai essayé de réfléchir sur mon propre itinéraire, sans radoter, bien sûr, mais enfin... On se tourne toujours vers son passé, arrivé à un certain âge quand même. Et je me suis rendu compte que que sans m'en rendre compte, justement, sur le moment, dans le moment, on ne se rend compte de rien. J'ai été ballotté au gré de plusieurs utopies qui ont bouleversé ma vie à plusieurs reprises, sans que je ne demande rien d'ailleurs. Donc la première utopie, c'était mon expérience d'enfant, d'adolescent à Alger, dans l'Algérie que l'on appelait française, qui pour moi était française parce que j'avais 10 ans ou 12 ans et je ne voyais pas de raison qu'elle ne le fût point. Et quand la guerre a commencé, à vrai dire, la guerre d'Algérie, mon problème, c'était plutôt de ne pas prendre une bombe sur le coin du Carafon le matin, plutôt que de signer une pétition ou de porter une valise de je ne sais quel chef du Front de Libération Nationale. Donc cette utopie de l'Algérie française, enfin cette Algérie française, je me suis aperçu très vite qu'elle était impossible d'ailleurs, qu'elle était ballottée, qu'elle a été trahie par le général de Gaulle, etc. Et que finalement, comme je retourne régulièrement en Algérie, maintenant pour le travail, j'ai pris conscience que c'était une utopie, que c'était quelque chose d'impossible à gérer, à monter. Il y avait trop de problèmes démographiques, d'injustice, c'était trop tard. Et que c'est vrai qu'il n'y avait pas de solution, je pense, démocratique pour, à égalité, 10 millions d'Algériens et 1 million d'Européens, je dis bien Européens, pour cohabiter. C'était très difficile. Donc l'Algérie dite française a été une des premières grandes désillusions, aggravée bien entendu par la trahison de De Gaulle, par... Bon, ce qu'on appelle le retour, qui pour moi n'était pas un retour, comme je l'explique dans mon texte. C'était la première fois que je mettais les pieds en France. Je me contentais de faire le trajet Alger-Ajaccio, le village. Alors on me rétorque la plupart du temps, la Corse c'est la France, mais enfin c'est une autre histoire. Et donc je n'avais jamais mis les pieds en France. Donc j'ai mis les pieds en France en 62, accueilli de façon discrète quand même. Et donc cette utopie algérienne est assombrée. Et là, chronologiquement, je me suis retrouvé dans l'utopie corse.
C'est-à-dire c'était les années du riakiste ou de la grande euphorie, le grand espoir que nous avons tous vécu, Francis, Aristide. Bon, Alain est plus jeune, mais il a pris en marche, quoi. Et c'est là on a eu vraiment l'espoir d'une Corse nouvelle, libre, enfin, cohérente, unie. Enfin, bon. Et là aussi, l'histoire brise les rêves. Et on a couru après cette utopie, on court encore après d'ailleurs. Et là, on a pris des coups. Hein. Dans les années 90, il y a eu des divisions, il y a eu des drames de tous ordres. Et cette Corse indépendante ou libre ou autonome, là aussi, a été frappée, a été dégradée par l'histoire, par les coups, par le poids de l'État français, etc. Donc là, c'est une deuxième utopie après laquelle j'ai couru, quoi. Aristide, dans votre texte, ce côté peut-être charnel ou apparaît. Enfin, vous vous intéressez en fait je vous cite, hein, à la nature comme utopie accomplie et non rêvée. Vous dites. Je vous laisse la parole. Bien. Alors, la Corse, bon, vous avez évoqué fort justement l'utopie qui est censée avoir partie liée avec l'idéologie, avec le projet, etc. Mais ce qui fait la spécificité à mes yeux de la Corse, c'est que topos, hein, topos c'est le lieu, hein, c'est que la Corse est une utopie réalisée en chair et en os, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on est en présence d'une beauté parfois insoutenable d'ailleurs, et c'est en cela que la Corse, non pas sur le plan idéologique, mais sur le plan topographique ou géographique, est une utopie à mes yeux réalisée, c'est-à-dire en chair et en os. On a la possibilité d'y circuler à foison, et pour notre plus grand plaisir. Cela étant dit, la Corse, me semble-t-il, à ce titre, est plus qu'une simple géographie. C'est, selon moi, un espace que je qualifie volontiers d'anthropo-initiatique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cet espace anthropo-initiatique, quoi que vous fassiez, que vous restiez chez vous, que vous soyez mêlé comment dirais-je, au démos, à la vox populi, de par la minéralité très forte de cette île, de par son histoire très douloureuse, très spécifique, de par son anthropologie, sa sociologie, etc., vous êtes inévitablement travaillé, souvent à votre insu, et requis, obligé à vous interroger sur votre condition. Je veux dire que la Corse, en clair, ne peut pas vous laisser insensible. J'avais écrit il y a quelques années un ouvrage qui s'appelait Corse, terre, confession, dans lequel je recourais à la prosopopée, je faisais parler la Corse, et j'avais eu un propos d'auteur un peu rude. Je proposais dans mon texte de procéder à une fouille à l'embarquement à Orly avant d'arriver en Corse. Et la personne qui était censée fouiller devait poser la question suivante: Monsieur, Madame, avez-vous une âme? Dans le cas contraire, embarquement refusé. Stupeur de mon éditeur. On a parlementé pendant 48 heures, et puis ça s'est terminé par, je lui ai suggéré, embarquement retardé. Cela étant dit, donc, j'insiste sur cette dimension anthropo-initiatique de la Corse. Et vous savez, à l'exemple de, comment dirais-je, de Saint-Ex, si l'on devait, je rebondis par rapport à ce qu'a dit Jean-Pierre, si l'on devait dire « dessine-moi une île » à un enfant, tout naturellement, il ferait quelque chose de rond, c'est-à-dire lié naturellement à la matrice. La Corse est aussi une matrice, hein, donc c'est lié aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et Alain a évoqué justement la notion de synapse, hein, qui est censée être reliée absolument tous les êtres, mais pas seulement les êtres, des forces, par exemple, qui souvent les dépassent. Cette notion, cette Corse synaptique est quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est une matrice. Et vous savez, c'est très facile. Vous tirez un fil ici, vous avez tout le pull de la Corse qui vient au bout, de par les filiations, les parentèles, etc. Nous sommes tous interconnectés. Nous sommes interconnectés, nous avions une certaine oralité, de sorte qu'au fond, la révolution numérique, la Corse l'a inventée depuis toujours, de par justement cette structure, cette dimension synaptique, revue et corrigée par une oralité très forte, qu'elle est en train de perdre d'ailleurs, par une addiction inquiétante au tout écran, etc., etc. Donc, je continue 2 secondes pour dire que cette Corse-là, elle est très importante, parce que on est requis, on est obligé de travailler sur soi,
Et ça se passe de la façon suivante. Soit vous êtes adoubé, vous montez en puissance, cette matrice vous élève, vous permet véritablement de procéder à une sorte de quête d'ordre, oui, véritablement anthropologique. Soit, à l'inverse, elle peut vous défaire en disant, voire vous psychiatriser. Merci Aristide. Peut-être que vous voulez intervenir sur ce que vient de dire Aristide ou Non, c'est tout à fait édifiant, et puis c'est en consonance avec l'ensemble des textes. Les utopies sont là justement pour avertir. Là, il y a un avertissement qui est clair à travers le propos qu'on retrouve bien entendu à travers le texte. Et pour essayer de trouver le juste modèle, c'est toujours très très difficile. Non, pas vraiment de commentaires, non. Donc effectivement, quand vous parlez du tourisme, j'avais relevé une phrase lorsque vous dites « L'homme blanc, devenu blême, faute d'une densité intérieure, se laisse de plus en plus tenter par des loisirs pauvres, stupides, affligeants, etc. » Voilà, j'avais relevé cette phrase de « L'homme blanc, devenu blême, faute d'une densité intérieure ». C'est ce que vous venez d'exprimer, je crois, par rapport à l'âme, la perte de l'âme et cette singularité donc de la Corse à nul autre pareil, ce qui est source d'espoir pour vous. Mais si vous voulez, pour moi, elle est censée, même si la formule est peut-être, c'est un laboratoire anthropologique, comme le pensait Rousseau. Donc nous sommes de nouveau maintenant dans une situation particulière, infiniment menaçante, en ce sens que, je vous le répète, nous sommes en présence, après Freud, après mai 68, dans une sorte... Nous vivons, je crois, non pas une crise de civilisation en Occident, mais une rupture anthropologique. Bon, je ne voudrais pas être trop long en tant que philosophe. Quand Nietzsche disait « Dieu est un animal malade » ou lorsqu'il le traitait de sursinge, il n'avait pas tout à fait tort. J'en ai parlé avec l'une de vos amies tout à l'heure. Je pense que ce qui a permis jusqu'à présent à l'homme d'Occident de tenir le coup, c'est qu'il était doté de la faculté de se raconter des histoires. Bon, les grands récits narratifs de l'humanité se sont effondrés sous les coups de boutoir des réductionnismes massifs que ont représenté la psychanalyse, qu'ont représenté certains historiens de la philosophie, tels que Derrida, qui se sont mis à remettre en cause les grands concepts porteurs de la société civile, etc. Bref, nous sommes dans un moment de grande déshérence. Et moi qui ai connu mai 68, je me suis aperçu que, contrairement à ce que je le croyais avec d'autres, nous avons été profondément manipulés par le grand capital d'alors, qui avait probablement lu Introduction à la psychanalyse avant nous, les étudiants, et qu'en réalité, il avait anticipé et que la société dite de consommation et de séduction via la consommation n'a pas été le fait des étudiants de mai 68, mais le vouloir occulte, à l'époque, du grand capital. Donc je crois qu'en réalité, la Corse, je le répète, est à une croisée des chemins. Est-ce que, moi je vis de plus en plus les étés d'une manière difficile. Je vois d'ailleurs les Corses continuer à avoir, par le biais d'un atavisme positif, ce réflexe qu'avaient leurs ancêtres face au déferlement des barbares d'alors et qui s'en allaient dans les villages, quoi, l'été. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas continuer ainsi. Vous voyez, je crois que la Corse, c'est quelque chose c'est un temple. Voilà, c'est un temple, et je n'hésite pas à parler de sanctuaire. Mais en même temps, n'allez pas penser que je souhaiterais une Corse tout à fait vierge, n'étant pas liée à la modernité. Pas du tout. Je le répète, il faut que nous trouvions... Je crois qu'il n'y a plus rien à attendre des politiques. Je pense que tout cela doit venir de gens comme nous, et surtout, évidemment, épaulés par la jeunesse. Je crois que c'est ça le nouveau combat que nous devrions avoir, c'est-à-dire un vrai cahier des charges. Que fait-on par rapport à ce qui, nécessairement, va s'accélérer ? Et je vous répète aussi que cela génère des comportements et des mentalités infiniment négatives. J'ai été un visiteur émerveillé pendant des années de la Grèce, que je visitais à l'époque, après mes études de philo, et très souvent j'allais dans les Cyclades, etc. Écoutez, il est arrivé un moment où tout ce qui était susceptible d'être loué l'était. Nous passions à l'époque de la Grèce, comptait à peu près 8 millions d'habitants. L'été, elle passait à 18 ou 16 millions d'habitants. Elle doublait sa population. J'ai des amis sur Ajaccio et ailleurs qui ont de très gros salaires, qui n'hésitent pas maintenant à louer au prix fort leur appartement au tout venant l'été. La Grèce, au bout de 10 ans, à ce jeu-là, y a perdu son âme. Je crois qu'il est très important,
nous qui aimons vraiment la Corse, qui sommes toujours dans l'utopie, nous tous, prenions vraiment conscience de cela, et ça se joue en ce moment d'une manière très rapide. Alors vous avez repris l'expression d'Alain sur les synapses, la Corse synaptique. Je crois que vous avez parlé de synapses, on va dire intérieures, mais on peut l'envisager aussi de façon de lien, comme un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et par rapport à la métaphore de l'île, cela rejoint, je crois, la métaphore de l'archipel. L'archipel est une belle idée pour habiter le monde, je crois. C'est une idée maintenant. Et dans ton texte, Alain, dans ton beau texte, tu dis que tu rêves d'un monde en archipel où le commun se construit par des petits ponts réels ou virtuels. C'est très joli. Et est-ce que tu peux nous expliquer cette métaphore que tu files tout au long de ton texte? Oui, bien sûr, ça peut s'expliquer. Et puis, comme toute métaphore, elle a une fonction d'explication, d'illustration et tout. Moi, je m'inscris parfaitement en continuité avec les propos ici, notamment dans cet entre-deux. Toujours cette difficile approche entre l'enfermement et l'ouverture. C'est le propre de l'île. Et la Corse, bien entendu, n'y échappe pas. Et en même temps, on voit bien donc les dangers qui nous guettent sur l'ensemble des propos dans l'histoire, puisque Francis référait au XVIIIe siècle. Moi, je me suis appuyé aussi sur Rousseau pour ce propos-là, mais il part de façon un petit peu subjective et littéraire du haut de la tour de Bonifacio pour essayer de réfléchir sur l'île. Moi, j'ai la chance d'habiter sur un lieu qui est frontière. Il se trouve que ces lieux-là ont toujours, provoquent chez moi une sorte de fascination. Là, j'arrive de Bayonne, tiens, par exemple, où j'ai pu passer du Pays Basque au Pays Basque, mais c'est pas tout à fait le même. Je peux passer de la France à l'Espagne, et donc ce sont toujours des lieux très très intéressants parce qu'ils nous interrogent sur notre identité, une identité qui est à la fois enracinée et toujours transitionnelle dans le temps, dans l'espace, etc. Alors à Bonifacio, c'est assez facile puisque j'ai la Sardaigne juste en face. Et puis le détroit qui fonctionne comme une frontière et comme un lieu de continuité. Du coup, tu m'as fait lire l'éloge de la frontière de Régis Debray. Je pensais être un petit peu en contradiction dans la mesure où je fustige un petit peu, je stigmatise un petit peu la frontière en me positionnant à Bonifacio. Mais en même temps, on dit bien la même chose. Parce que la frontière, elle n'a de valeur que si elle nous donne un rapport à l'altérité et qu'elle devient poreuse. Alors, pour en arriver au texte, donc, la réflexion qu'on se fait à partir du haut du Tourion ou à Bonifacio, c'est de se dire que tout peut contribuer à cette métaphore. Ça n'est qu'un discours, ça n'est qu'un construit, mais ça permet aussi de le poser, c'est-à-dire de se dire que géologiquement, il y a à la fois des spécificités et des continuités. Linguistiquement, c'est une évidence. Bonifacio et le territoire de l'extrême sud qui le constitue est aussi un lieu qui nous fait réfléchir parce qu'on met toujours l'accent, par exemple, sur la spécificité de Bonifacio avec cette petite enclave génoise. Mais en fait, le territoire est beaucoup plus complexe dans la mesure où il y a les langues de Bonifacio, les spécificités qui sont aussi des lieux de transition. Par exemple, avec un Corse du Sud qui émerge et qui est à la fois un peu de Galour et un peu de Sartenay. Voilà, tout ça donne à réfléchir sur le rapport entre le sujet et le collectif, comment le sujet se situe dans le collectif quand il bâtit son discours identitaire, et comment le collectif doit aussi se réfléchir, se modéliser pour pouvoir assumer quelque chose de très complexe entre l'ouverture, l'identité, et ne pas entrer dans des idées qui me sont totalement contraires, c'est-à-dire le repli sur soi, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le communautarisme, même le nationalisme, même si je suis national dans mon esprit, je pense que politiquement, je ne suis pas nationaliste du point de vue de l'idée politique, même si je peux je crois très sincèrement que la Corse est une nation, une vieille nation, et une nation en devenir. Et c'est là aussi que le texte va vers ces modèles. Alors, culturellement, le modèle du tout-monde de Glissant, cette vision archipélique du monde, qui est bien connue par les écrivains, par les philosophes.
Et puis, revenir à un moment d'histoire, au XVIIIe siècle aussi, ce qui me lie à Francis dans cet ouvrage, ce qui me lie à Marie-Hélène Ferrandini aussi, pour aller voir d'autres textes, même si les auteurs ne sont pas là aujourd'hui. Mais moi, j'ai choisi l'éloge de la petite nation. C'est-à-dire qu'on peut essayer de voir aussi, on peut essayer de se poser la question, est-ce qu'il y a une taille critique de la nation avant qu'elle ne devienne trop artificielle ou avant qu'elle n'exige de se fédérer pour être plus conforme à la réalité culturelle des hommes. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que la Corse a la taille critique? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est très difficile à déterminer. Mais en tout état de cause, Rousseau avait réfléchi à cette chose. Je te réfère à Rousseau, justement, par rapport à ça, lorsqu'il disait... qu'est-ce qu'il disait par rapport à la démocratie? J'ai relevé ta citation. La démocratie est inversement proportionnelle à la taille du territoire. C'est bien ça? Et on le voit bien dans les rapports que peut nourrir la Corse avec la France. Et je reviens à l'évocation d'enfance de Jean-Pierre Castellani. En fait, je crois que 1962 est une vraie articulation. C'est-à-dire que ton texte, Jean-Pierre, il montre par le subjectif ce que d'autres écrivains, je pense comme ça entre autres à Jean-Marie Colombagne du Monde, qui montre à travers un article dans un... Je ne me rappelle plus l'ouvrage, mais c'est un ouvrage qui était sorti il y a quelques années, et qui montre que la fin de l'Empire colonial français est aussi une perte de l'ailleurs et la montée, alors régionalisme, nationalisme, autonomisme, indépendantisme, je ne sais pas, moi je mets tout ça dans le même sac pour faire l'élan d'un sentiment au moment des années 70, mais on voit bien que la propre articulation de ta vie comme ça, ces utopies perdues, sont parfaitement conformes à ce processus-là. Et si on le transpose encore un peu, on se dit que ce modèle français finalement, il est plus qu'hésitant avec l'Algérie, dans la mesure où le jacobinisme promeut et finit par asseoir une identité uniforme pour la France, et qu'en Algérie, on crée la citoyenneté musulmane. C'est impossible, c'est un État schizophrène, la France, à ce moment-là. Je crois qu'elle continue de l'être aujourd'hui avec la Corse, parce que ce modèle d'État-nation, qui n'est pas à l'échelle des grands États-nations comme les États-Unis ou le Canada. Mais là, on est dans le fédéralisme, c'est autre chose et il peut y avoir une réflexion. Mais disons que Rousseau nous amène à réfléchir sur le modèle de la nation et comme on ne peut pas trouver une taille critique, on peut réfléchir, peut-être à un moment donné au cas par cas, à cette dialectique entre un processus qui nous amène vers un village-monde, à la mondialisation, et un processus inverse qui va vers la reconnaissance des minorités. Je crois que ces deux processus-là sont dans l'air du temps et l'idée, c'est de ne pas les considérer comme contradictoires. Mais après, bien entendu, les modèles de compatibilité relèvent d'une utopie qu'il nous reste à inventer. Voilà, donc l'esprit métaphorique, il est dans ces processus-là. Il y a d'autres processus aussi qui sont les processus de l'acculturation, des modèles économiques, où Aristide en a fait une semonce tout à fait recevable aussi. Et là les transitions aussi peuvent être de cet ordre-là, elles sont importantes. Voilà, grosso modo, pour m'inscrire et souligner un petit peu ce que j'ai voulu dire dans ce texte. Tu parles également du lien entre la diglossie, qui est donc un principe de sociolinguistique, et l'idée d'État-nation. Tu reprends ce lien entre la sociolinguistique et l'idée d'État-nation. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette idée Oui, parce que la diglossique, la métaphore que j'ai voulu souligner ici, qui est une métaphore scientifique, c'est que à un moment donné, la diglossie, qui est un état collectif de deux langues sur un même territoire, avec une perception différente, enfin un état différent, c'est-à-dire que l'une est dominante, l'autre est dominée, et il y a deux niveaux de répartition, une inégalité entre l'une et l'autre. L'une est une grande langue, et puis il y a une répartition, l'une est la langue de la famille, du bistrot, du village, l'autre est la langue de l'école, du cinéma, de la radio, des médias, etc. Donc il y a un déséquilibre qui se fait comme ça, et ça peut donner une certaine stabilité, une certaine acceptation. Sauf que cette acceptation-là, à un moment donné,
elle existe sur le territoire et donc sur le collectif. Elle est, j'allais dire, ingérée et digérée par le sujet qui devient lui-même un agent de cette domination. Donc cette perception, à un moment donné, d'un état de choses peut donner un état psychologique et un état du sujet qui le transforme en un agent de destruction de sa propre culture. Voilà. Et ça, c'est aussi une façon d'aller vers l'éducation au monde, l'éducation aux langues, et surtout voir un petit peu comment on peut se débarrasser tout en conservant la diversité, se débarrasser des hiérarchies, des dominations, des hégémonies. Okay. Bon, ben, merci à tous pour ces échanges et puis continuons donc de rêver, de parler d'utopie et de lutter contre la pensée du système. Voilà, merci.